On est le 29 novembre. Bienvenue en prenant votre café. Avez-vous magasiné au Black Friday? On va jaser de ça un petit peu. Steven Guilbeault qui claque la porte. Les investissements étrangers sont de plus en plus rares. Est-ce qu'on devrait aider les grosses fermes à produire du biogaz? Jaser de ça un petit peu. Au Québec, qu'est-ce qui se passe au Québec? Le PQ, la loi 3. On jaser de ça. Vérificateur général qui pense que le plan économique de Girard ne tient pas la route. Le CA de la STM enfin renouvelé. Je suis content, content. Le croupier est out. Les salaires ont augmenté de 25 depuis 10 ans. Qu'en est-il des maisons? Le S&P 500 devrait-il monter de 20 J'ose dire de ça, le Bitcoin qui remonte. USDT, le stablecoin. Visa, Amex, Mastercard, à regarder Shopify aussi. L'aluminium et les data centers. Et je vous amène... Ah, ça, c'est intéressant. Les journaux du 29 novembre 1935. Vous allez voir, très intéressant ce qui se passe là-dedans. J'ai pas fait de Black Friday. J'aimerais ça. Offrir des rabais aux nouveaux qui arrivent, des codes promo, tout ce que les entreprises utilisent pour attirer des clients, vous attirer. Ça serait peut-être plus simple. Sauf que je sais comment ça fonctionne. Moi, je suis en direct tout le temps. Je suis tout le temps en train de vous parler. Et qu'est-ce qui se passe? Je vous connais. Regardez, on donne un crayon blanc en ce moment-là. Pas lui, là. Mais les gens qui ont commandé, avant le crayon blanc, que la commande n'a pas été traitée, vous m'avez tout écrit. Je peux-tu l'avoir moi aussi? Ça serait ingérable. Et je fais déjà pas de marge de profit. Pas beaucoup. Vraiment, c'est minime ma marge de profit parce que j'ai pas le choix. Je vends du haut de gamme, mais je dois compétitionner contre le bas de gamme. C'est comme ça. Je ne fais pas affaire avec des distributeurs non plus. C'est moi qui distribue moi-même. Pourquoi? Parce que sinon, il faut que j'ajoute 40 sur le prix. Donc, je pourrais avoir des prix gonflés, mais à un moment donné, je vends de la bouffe. Mon popcorn à l'érable, le sac familial, je quand même pas pour le vendre 20$, je peux vous l'offrir à 12$ le sac, il vaut pas 12$ là, au Black Friday. Toutes mes cosmétiques, mon sérum, la compétition le vend à 95$. Je le vends à 27$. Tu l'achètes avec la crème, 22$. À quelle place que je peux baisser à un moment donné? Et j'ai une approche de long terme, une approche de respect de vos finances pour vous offrir des produits de qualité. C'est le genre d'entreprise que j'ai, que j'aimerais encourager. J'aime pas le mot encourager, mais c'est ça. Une entreprise qui fait attention au prix, qui respecte le consommateur, qu'il soit nouveau ou ancien. Quelle est la différence pour moi entre offrir un rabais à quelqu'un qui vient acheter la première fois? Comment je ne peux pas l'offrir à celui qui a acheté au courant des 7 dernières années plus de 100 fois, plus de 50 fois? Les deux sont importants. Les deux décident de venir ou de revenir me voir. Je ne peux pas faire ça. C'est contre ma mentalité. Et je vois les entreprises qui exagèrent. Gros, gros, gros rabais. Je peux pas. Regardez, mes bougies sont pas chères. Je peux pas. J'aimerais ça. Ça serait tellement plus simple. Je ferais un statut Facebook. Rabais de 70%, comme les tournevis chez Canadian Tire. Ça marche. Ça marche, cette approche-là. Mais c'est pas crédible. Je serais pas crédible. Mais il y a quand même des deals potentiels, parce que c'est comme ça. Hein? Il y a des entreprises qui acceptent de perdre un loss leader pour vous attirer en espérant que vous achetiez autre chose. J'en ai pas. J'en ai pas. Ben, c'est ça. Est-ce qu'on surconsomme trop? Ben, je veux dire, si on en a besoin, il n'y a pas de problème. J'écoutais des entreprises qui veulent lancer des mouvements. On te donne un rabais si tu donnes une banque alimentaire. Chaque chose est séparée. Là. Si tu donnes un rabais, tu donnes un rabais. Si tu veux attirer des gens avec cette approche-là, tu peux attirer ces gens-là, des gens avec cette approche-là. Mais là, regarde, là, tu vas donner une canne de conserve, moi donner 25%. Là. Mais il ne faut pas tout mêler. Là. C'est mélangeant pour le consommateur. C'est noble. Tout est noble. Mais c'est mélangeant pour le consommateur. Ce qui est mélangeant ou pas, c'est tous les départs hein, qu'on a en politique dernièrement, ici au Québec. Je pense qu'ils sont rendus 7 indépendants. C'était Yuri Chiassin le premier. Et là, il y en a un paquet. Vincent Marissal le dernier.
Non, c'est pas le dernier, au Marois, Reski. Je ne sais pas, il y en a eu tellement, ça n'a pas de bon sens. Là, il y a le peureux. Il y en a une couple de peureux au Québec. Hein. Ceux qui sont les plus. Ceux qui ont la plus grande vertu, c'est une gang de peureux. Hein. Yoshua Benjuo, le père de l'intelligence artificielle, mais il cherche. Pendant ce temps-là, ben, il y a des grandes compagnies comme Gemini, Google, euh, Anthropic, qui d'autre, ben, ChatGPT, Grok, eux autres avancent. Lui, il cherche encore à faire peur. Et tu as Stephen Guilbeault qui se lance en politique dans l'ancienne Greenpeace. Hein. C'est un militant, euh, un vrai militant. Là. Les militants, le problème, tu ne peux pas discuter avec eux. Hein. Patrick Bonnet, il venait des fois au débatteur. Là. Maintenant, il est avec le Bloc québécois. Là. Il était tellement imbu de lui-même. Puis il venait pas discuter, il venait militer. Et c'est très difficile de parler avec ces gens-là. Stephen Guilbeault, c'est un militant. Un militant qui s'est lancé en politique. Et la seule raison qu'il avait, le seul poste qu'il pouvait avoir, c'était ministre de l'Environnement. Il l'a été, mais pas trop longtemps. Après ça, il y a eu le patrimoine, la culture, lieutenant du Québec. Là, avec le pipeline de l'Alberta vers la Colombie-Britannique, ben là, il a dit non, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Tu sais, à un moment donné, là, on est un État pétrolier. À un moment donné, il faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. Là. On est un État pétrolier. Nos finances en arrachent. Donc, ça va être quoi la différence des gaz à effet de serre sur la planète qu'on produise plus de pétrole pour sortir vers la Colombie-Britannique? Est-ce que les gens vont commencer à consommer plus dans le monde? Ou on va prendre des parts de marché qui existent à quelqu'un d'autre? C'est pas mal, on est pas mal dans un marché saturé, ou presque, il y a quand même de la croissance jusqu'en 2050, là. Mais on va venir prendre des parts de marché de quelqu'un d'autre. On ne fera pas de différence mondialement, là. On a tendance à prendre ça de façon isolée, là. Non, ça ne fera pas de différence mondialement. Ils vont se produire ici, ça va faire une différence pour le Canada, c'est vrai. Mais pas mondialement. Aussi, c'est très, très peu. Si ça l'est, les gaz à effet de serre, par rapport au pétrole, vont continuer parce que la population continue de croître. Ou qu'on veut prendre notre argent. On s'est endetté. Stephen Guilbeault faisait partie du gouvernement de Trudeau qui nous endettait à côté dans le tapis. Donc, il doit accepter en contrepartie, on me pincer le nez, mais là, il faut renflouer les finances. C'est ça les militants qui ne comprennent pas. La Norvège, qu'on capote sur la Norvège, c'est un État pétrolier. Ils sont riches à craquer. J'ai toujours dit, utilisons le pétrole pour tuer le pétrole. On a la chance. Maintenant, on parle beaucoup de la séparation du Québec ici. L'Alberta est dans le même mouvement séparatiste. Les autres ont dit, regarde, tu ne vas pas de sortir mon pétrole, moi je me sépare du Canada. C'est du chantage, mais ils sont riches. Quand tu es riche, non seulement c'est du chantage, mais tu peux aller de l'avant. Nous, on est pauvres. Donc maintenant, est-ce que la Colombie-Britannique a un mot à dire parce que ça va passer là-dessus? Ben, à un moment donné, c'est ça aussi le Canada. On est peut-être, encore là, j'en ai parlé, il faudra avoir des États souverains dans un Canada uni, mais là, c'est un Canada. Puis à un moment donné, le fédéral peut imposer certaines choses. Le pétrole doit sortir. Là, maintenant, ils vont l'emmener dans un terminal qui est problématique, là, dans les eaux de la Colombie-Britannique. Mais est-ce que c'est d'acheter la paix avec l'Alberta pour qu'ils arrêtent de parler de séparation? Ben, ça se peut. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que le Québec a besoin pour qu'on arrête de parler de séparation? Ben, le problème, c'est que c'est juste pas le Saint-Pierre Plamondon qui en parle, là. On ne l'a pas demandé. Ben, certains militants, oui. Ça revient toujours aux militants. Donc, le Bloc qui est élu par les Québécois, pour les Québécois, a décidé qu'il était pour se battre pour la Colombie-Britannique pour pas que ça arrive. Il n'en veut pas de pipeline au Québec, le Bloc. Parfait. Il va sortir par la baie du Tson. La prochaine étape, c'est un pipeline vers l'Est. On en a besoin d'un. Il va en avoir un. Il va en avoir un. Regardez comme François Legault a parlé des data centers qu'on n'a jamais voulu. Là. Au lieu de vendre l'électricité à 4 cents, les data centers vont payer 14 cents. Il faut se mettre riche avec ça. François Legault le dit. Il faut vendre notre électricité pour faire du profit. Maintenant, il y a combien le tarif d'électricité ailleurs dans le monde pour les data centers? Je ne sais pas. Là.
Mais maintenant, faut s'enrichir. C'est là la richesse en ce moment. Je vais en parler tantôt en finance, il y a d'autres choses, là. Mais c'est ça. Le Bloc n'a pas d'affaire à les défendre, la Colombie-Britannique. Pas en tout. Pas en tout. C'est pas un parti fédéraliste, c'est un parti séparatiste pour le Québec. Hey, on manque d'investissements au Canada. Les investissements étrangers, les investisseurs viennent de moins en moins au Canada. Et pourquoi? Ben, ça va avec les investissements du fédéral dans les grands ou provincial, dans les grands chantiers, dans les grands projets, des ponts, des choses comme ça. On ne bâtit pas grand-chose dernièrement. Là. On donne de l'argent à un paquet d'entreprises. Beaucoup font faillite. Sinon, ben, on n'en bénéficie pas du tout, ou on essaie de sauver le secteur automobile. Donc, il n'y a presque plus de... Ben, non, il y en a encore, là, mais c'est minime, c'est le plus bas depuis 2 ans en ce moment, quand même. Hein? Hey, je suis tombé sur quelque chose d'intéressant, puis que ça vaut la peine qu'on regarde ça. Je vous montre ça. Ah, qu'est-ce qui vient de se passer? Ah, que ça niaise avec ça. Profil. Ah, OK. Il y a des fermes qui se convertissent de plus en plus dans le monde au biogaz. Il y a une ferme aussi au Québec que j'ai vu qui avait eu justement à partir du fonds vert, qui avait eu des fonds pour transformer le lisier en biogaz. Là, on parle de gros, ben tu sais, c'est pas pire que les fosses à purin, là, mais on le sait que les animaux causent un gros problème de gaz à effet de serre. Et on peut récupérer du biogaz avec ça. Donc, je vous en montre un peu, là, c'est des gros dômes, là, mais il y en a des plus petits aussi. Est-ce que, tu sais, ceux qui élèvent des porcs se doivent d'installer une fosse à purin. Il y en a d'autres, des vaches, qui en a beaucoup, se doivent d'installer. Est-ce qu'on devrait forcément faire installer du biogaz? C'est là que le gouvernement doit probablement aider au point de vue subvention, mais les grosses fermes, là, très grosses, là, est-ce qu'on devrait le faire, récupérer le gaz, produire l'électricité, produire au lieu de l'envoyer dans les airs comme ça? Est-ce qu'on est rendu là avec la technologie? Est-ce qu'on est rendu là comme société de récupérer les gaz effet de serre provenant des lisiers? Je ne dis pas qu'on va faire ça en 2026, là, mais je pense que c'est définitivement une avenue à regarder. Tu t'installes une certaine grosseur, tu te dois d'investir dans ça, puis investir, qui est une dépense, mais qui devrait rapporter de l'argent, bien évidemment. Là. On parle d'utiliser des panneaux solaires pour remettre de l'énergie dans le grid. Ben, pourquoi qu'on ne le ferait pas avec le biogaz? Les mini-centrales à la ferme. Il y en a une couple qui se sont essayés ici, puis le MAPAC, pas le MAPAC, mais le CPTAQ a dit non. Mais il faut regarder ça. Là. En tout cas, c'est mon avis. Vous me direz ce que vous en pensez. Que j'ai marqué ici? Le PQ, la loi 3, contribuable. Ah. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon. Là. OK, il ne va pas au congrès de la FTQ. Il va envoyer Paradis. Parfait. Il est sorti sur Magali Picard. Les autres ont dit que c'est une sauvage. Okay? Elle se comporte en bombe. Elle ne sait pas parler. Elle se comporte comme des voyous, que je parle régulièrement des hommes voyous dans le syndicalisme, des gros bras, des votes qui n'ont pas de bon sens. Donc, hey, tu vas-tu voter du bonbon? Tu comprends que si tu ne veux pas envoyer des pneus crevés, tu votes. Tu t'en vas au pire. Il y en a 3 qui vont voter à 2 h du matin. Là. Magali Picard, c'est ça. Toutes les autres parties ont dit ça n'a pas de bon sens. Lui ici, Paul Saint-Pierre Plamondon le dit. Il était le dernier à le dire. De façon, puis il dit ben, t'es obligé de réagir parce que la CAQ les fait craquer, puis elle réagit en contrepartie de la CAQ, ce que la CAQ fait. Non. Non. C'est non. Mais bon, il se caille des votes. Là. Il n'est pas différent de n'importe quel politicien, le Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est un quêteux de vote. S'il voit qu'il peut avoir tous les votes des syndicats, il va les prendre. Mais pensez-vous vraiment que les syndiqués, c'est une bande de débiles?
les membres du syndicat là, sont assez spéciaux. Là. Mais pensez-vous que tous les travailleurs, est-ce que vous pensez que je pense que tous les travailleurs syndiqués, c'est une bande de débiles? Absolument pas. Ce sont les militants. C'est le mot du jour, ça, ici, les militants. Les militants des centrales syndicales qui sont les plus dangereux, là. Rendu dans l'urne, là, tu peux bien voter Parti québécois, Parti libéral ou la CAQ si ça te tente, là. C'est pas parce que Magali Picard va dire on va voter de ce bord-là que vous allez voter de ce bord-là. Ça vous appartient. Mais Paul Saint-Pierre Plamondon se devait, en homme d'État, de dire ça, je ne négocierai pas avec ce genre de personnes-là, ça ne m'intéresse pas et c'est inacceptable. Il le dit, mais pas fort. Il a dit surtout que c'était à cause de la CAQ. Et ceux qui se posent encore des questions, est-ce que c'est normal que le gouvernement intervienne? Oui, c'est comme la pose de pneus. Le gouvernement est intervenu à un moment donné pour dire, ben, regarde, à partir du 1er décembre, vous allez mettre des pneus d'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y avait des accidents. Parce que c'était dangereux. Parce que les gens roulaient avec des pneus qui n'avaient pas de bon sens. Il y a des fois que le gouvernement doit intervenir. L'alcool au volant, le cannabis au volant. Les syndicats abusent, ont abusé. Qu'un syndicat paye des pick-up, ça n'a pas de bon sens. Que tu mettes sur ta facture que tu prends un scotch à 50$, ça n'a pas d'allure, prends-le le scotch, mais à tes dépenses. Si les syndicats se sont permis ça, ben, puis les travailleurs n'auront pas à dire parce qu'ils vont manger une volée. Donc, il faut que ça change. Les votes à 2 heures du matin, ça n'a pas de sens. Il fallait que ça change. Donc oui, le gouvernement se doit d'intervenir. Les syndicats qui sont supposés protéger les travailleurs abusent des travailleurs. C'est une gang de militants qui décident ce qui va se passer, puis les travailleurs n'ont pas un mot à dire, sinon ils mangent une volée. Vous pensez que c'est normal d'être victime de violence parce que tu n'es pas en accord avec une position de ton syndicat? Non, c'est pas normal. Fait que oui, le gouvernement est là pour intervenir. Et moi, les mouches à fruits, là, c'est supposé plus de au mois de décembre, m'ouvrir mes portes pendant 24 heures ici. Il y en a une qui me tourne autour. Le Magali Picard, voyons, tabarnane, Magali Picard, justement, qui est en terminale là-dessus, qui parle que le gouvernement défend le 1% des travailleurs. Mais non. Elle utilise toutes les buzzwords. Elle a même dit à Patrick Lagacé, tu me parles de même parce que je suis une femme. Elle utilise tout ce qu'il faut pour espérer, mais pensez-vous vraiment qu'elle a l'appui du public? Mais non. La mise à jour économique du gouvernement Girard. Tu sais, ça, puis dire n'importe quoi, ça aurait fait la même chose. C'est à peu près ça qu'il a dit. Mais le vérificateur général a dit non, ça marche pas, ça tient pas la route. L'affaire, ce qui me dérange, là, c'est que avant même de présenter son plan, la même journée, est-ce que le vérificateur général pourrait dire, regarde, non. Avant de présenter n'importe quoi au point de vue des finances, c'est sérieux, là, un budget puis un énoncé économique, là. Le gouvernement ne peut pas dire n'importe quoi. T'sais, là, le VG vient dire 2-3 jours après, hey, regarde, ça n'avait pas de bon sens. Ce que tu dis là ne tient pas la route avec les prévisions du marché, puis tu prévois 1,6 de croissance, puis les chiffres que tu mets ne font pas du sens pantoute. Tu peux pas manipuler les gens et les chiffres comme ça, là. Tu peux prendre des directions économiques, mais que ce soit appuyé sur des vrais chiffres. Tu dis, voici ce qui va se passer. Ben oui, c'est un exercice électoraliste, là. Mais à un moment donné, tu ne peux pas dire n'importe quoi. 2 jours après, le vérificateur général dit, ouais, tout ça, ça n'a pas de sens. C'est comme ça. Hey, là, je suis content, tabarnouche. Vous savez, à Montréal, le conseil d'administration de la STM, c'était Éric Caldwell, le croupier en chef. Y a-tu perdu ses élections? Je n'ai pas eu le temps de checker. Je sais que quelqu'un va me le dire, là. Y a-tu perdu ses élections? Bref, lui, il était président du conseil d'administration de la STM. Et là, c'est Aref Salem
qu'il l'est. Je pense qu'il a déjà voulu se présenter à la mairie, lui. Puis il a dit, ma priorité, ce sont les dépenses. Couper les dépenses à la STM. L'ancien, c'est n'importe quoi. Dans le conseil d'administration aussi, il y avait Vélo-Québec. Qu'est-ce que Vélo-Québec fait? Suzanne Larreau, je pense. Et il y avait une spécialiste du transport en commun. Là, ce qu'on a besoin sur un conseil d'administration, c'est pas toutes ces choses-là. Là. Ça, tu es supposé l'avoir dans les postes à la STM, pas dans un conseil d'administration. Là. Oui, c'est important. Non, regarde, c'est des finances. Le conseil d'administration est là pour donner les grandes lignes en fonction des finances. En partant, ça prend des kingpins administratifs et des kingpins de la finance au conseil d'administration. Les spécialistes, là, tu es supposé d'avoir dans ton organisation, pas sur un conseil d'administration. Donc, il y a une première étape de fait. J'aurais aimé ça être sur le conseil d'administration. Pas président du conseil d'administration, ça ne m'intéresse pas. J'aurais aimé ça. Ben, j'ai même pas signé. C'est la première fois que j'en parle. Je vous en parle à vous autres, c'est un scoop. Comment en finance? Écoutez, jeudi, les marchés étaient fermés, vendredi, juste le matin, donc c'est un Thanksgiving tranquille. Hein? Avant d'aller voir quelques titres boursiers quand même à surveiller. Le salaire depuis 10 ans, depuis 2015, les salaires ont monté en moyenne de 25 %. C'est quand même énorme. Si on pense 2 % par année, ça a de l'allure. À peu près l'inflation, 2,5 %. C'est normal, c'est bon. Les maisons ont plus que doublé. Moi, ma maison a plus que doublé. J'ai mis de l'argent dedans, là. Je vais continuer à en mettre. Il faut toujours en mettre. Soit une réparation, soit une amélioration. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez, je suis en train de rénover ma cuisine en campagne. C'est tout le temps. Il faut toujours que tu en mettes dedans. Sinon, ben, à un moment donné, ça devient vieux et lettre. Puis à un moment donné, il y a trop d'argent à mettre là-dedans. Là. Un peu comme chez Denis Coderre. C'est que c'était lettre. L'impression qu'il habitait dans une maison. Il voulait juste avoir des murs pour habiter dedans. Là. Aucune décoration. C'était pas tellement beau. Bref, il faut que toujours tu améliores ta maison. Ça a doublé. Donc, les mises de fonds ont passé en moyenne de 20 000 à 60 000 à Montréal. Donc, c'est pour ça que les gens sont plus capables d'en acheter. Là. En même temps, si tu es serré à côté dans le tapis, tu as besoin de l'aide de la SCHL, puis tu as besoin d'avoir des taux d'intérêt plus bas, est-ce que vraiment accéder à la propriété devrait être ta priorité numéro un? Ou ta priorité numéro un, ce serait de continuer à mettre de l'argent de côté pour avoir une hypothèque plus basse? C'était bien pensé. Moi, je pense qu'on mise trop sur OK, tu as atteint ce que tu peux pour ta maison. Vas-y, dépense. Puis après ça, tu n'as plus d'argent pour l'améliorer. Tu n'as plus d'argent pour s'il arrive un pépin. Cher de maison que tu l'as, la taxe de bienvenue. Il y a tellement d'autres dépenses que pourquoi attendre? Pourquoi dire OK, j'ai mon 20 000. C'est peut-être 100 000. Si la mise de fonds est 60 000, c'est peut-être 150 000 que tu as besoin. Faire face aux imprévus. Un toit, les fenêtres à changer. Comme ici, j'ai une couple de fenêtres à changer. Moi, le faire tout en même temps. Là. Au chalet aussi, depuis 2009 qui est construit. Il faut que je change les fenêtres. Là. Il y a bien des fenêtres qui en arrachent. Là. Et le S&P 500 qui a eu quand même une belle progression, devrait-il continuer à progresser? Bien, JP Morgan pense que oui. Tu es où, toi? On va aller voir le TSX. TSX, c'était le seul ouvert. Donc, il était flat, hein, jeudi. Le S&P 500. Donc, il est à 6800. Pensez à un 20 % de plus, donc 10 700 points de plus à peu près. Donc, à peu près à 8000 points, 8200 qu'on le verrait, à peu près. D'ici la fin 2026, donc jusqu'en janvier 2027. Pourquoi? Parce que les entreprises rapportent des bons profits en ce moment. C'est sûr que tout est drivé par l'intelligence artificielle. Là. Regardez, même le Québec va avoir ses data centers. Enfin, on devrait déjà en avoir. Ça se peut que personne vienne ici parce qu'on en veut. Là. Ça se peut. Mais au moins, l'intelligence artificielle requise pour le Québec va être ici.
Donc, le gouvernement va se créer de la job par eux autres mêmes, un peu comme l'économie circulaire. Mais est-ce que c'est possible? Ben, on aimerait ça. Est-ce qu'on vit en ce moment une période de grande croissance réelle, où on est dans une bulle? On va le savoir à un moment donné. Bon, je me plaindrai pas. Puis d'ailleurs, tu sais, il ne faut pas trop se plaindre. Si on regarde depuis 5 ans, le S&P 500, encore, je reviens là. Il était à 3600, il est à 6800. Ça a presque doublé en 5 ans. Quand même qu'on perdrait en ce moment 20%. Pas une correction, 30%. Il n'y aura pas de 100% de correction. S'il y en a une, elle ne sera pas si grosse que ça. Là. C'est sûr que si tu viens d'embarquer dans le marché, c'est plus dur. Mais si tu étais là, tu continues à faire tes placements à chaque mois, pas la fin du monde. Pas le fun, là. C'est pas le fun. On préfère avoir un 20% par année. Là. La bourse de Toronto a rapporté du 25% cette année. Celle de S&P 500, seulement 15. Là. C'est beaucoup 15, là. Historiquement, c'est du 10-11, là. Mais quand même. Hein? Et le USDT, le Tether, le stablecoin le plus connu au monde, eux autres, ils vont arriver à la bourse à un moment donné, ils ne le sont pas encore, là. Mais pour être en règle avec les instances gouvernementales, chaque dollar de USDT, de stablecoin, doit avoir une contrebalance soit en bons du trésor, soit en or. Donc, des valeurs plus sûres. Il faut qu'il y ait quelque chose de tangible associé à ça. Ben, Tether est rendu le plus important acheteur privé d'or dans le monde. Ils ont 185 pas en or, là, mais ça vaut 185 milliards de dollars en circulation, quand même, hein? Qui est juste une monnaie virtuelle. Là. Il n'y a pas de papier associé à ça. Là. Mais quand même, 185 milliards, ça commence à prendre de plus en plus de place. Le Canada a dit oui à des stablecoins aussi la semaine passée. Donc, j'ai hâte de voir. Mais c'est quelque chose qui reste stable. Là, donc, tu ne peux pas investir là-dedans. Si tu investis là-dedans, c'est parce que tu as des intérêts pour le placement. Là. Donc, voilà. Le Black Friday veut dire aussi des dépenses. Là, on va voir quelques titres dans les prochains jours qui vont nous donner un bon indice de la force de l'économie. Tu as Visa, qui fait du surplace en ce moment. Tu as American Express, qui fait du surplace aussi. Ben, ils ont toute une belle progression. Là. C'est quoi ça ici? Non, ça Alco, ok, ça, on va en parler après. Et Shopify, que je voulais vous montrer. Shopify pour le magasinage en ligne. Donc, est-ce que Shopify, Visa, Mastercard vont monter dans les prochains jours suite au Black Friday? On va le voir. Tu sais, il reste que le Black Friday est le moment, c'est le lancement de la grande période importante pour les entreprises. Et j'en fais partie. On pédale en tabarnouche. Là. On est rendu à 3 jours, 4 jours de délai. Là. On a beaucoup de commandes parce qu'on fait beaucoup de corporations aussi. Mais faites-vous-en pas, il n'y a pas de problème. On traite vos commandes, puis on vous le dit, on est transparent. Là, maintenant, on a eu un beau mois de novembre, il faut avoir un mois de décembre exceptionnel. Et ça nous permet d'investir pour le restant de l'année. Si on arrive au mois de janvier, les comptes de banque à sec, ça va être terrible au mois de janvier-février. Sauf que nous, on est encore très actifs au mois de janvier-février. On a moins de cadeaux d'entreprise, mais on fait beaucoup de campagnes de financement maintenant. Donc, c'est une autre façon, les cosmétiques, j'en ai parlé, les savons. Donc, c'est toujours ça qui nous tient en vie, pas en vie, là, mais le vinaigre balsamique, tous les ingrédients qu'on a, vous continuez à manger en passant au mois de janvier. Là. Donc, si vous achetez de la sauce piquante, vous continuez à acheter de la sauce piquante. Si vous achetez de l'huile pour cuisiner, vous continuez à acheter de l'huile. Il faut juste que je vous convainque de prendre la mienne. Donc, voilà. Le Bitcoin, qui est de retour à 91 000. Est-ce que c'était juste une toux? Puis il s'en retourne vers le 100 000? Ben, c'est ce que les grands stratèges pensent. Mais ils se trompent souvent. Hein? Qu'est-ce qui va ramener le Bitcoin à 100 000? Qu'est-ce qui va l'amener à 175 000? Et qu'est-ce qui peut le ramener à 50 000? Tant que ces grandes questions-là ne sont pas répondues, ça reste de la pure spéculation. Ben là, il est à 91 000. Je n'en ai pas acheté encore de Hybit. Hein? Le fonds qui est associé
entre autres. Il y a plusieurs fonds ETF qu'on peut avoir, là. IBIT. Il y a quand même pas une bonne débarque de 70 à 52. Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Ben, peut-être. En parlant de IBIT, hein, Good Food qui en arrache. Ils ont voulu jouer à stratégie et acheter du Bitcoin pour montrer, pour avoir des liquidités, pour montrer qu'ils deviennent une autre chose que de fournir juste de la bouffe. Mais là, ils se sont fait prendre eux aussi au jeu. Là. Qu'est-ce qui faisait Bitcoin dans le Bitcoin quand t'en arraches? Tu sais, mettons, moi, je décide d'acheter avec mon entreprise du XRP, du Bitcoin. C'est parce que l'entreprise va bien, puis je décide à chaque mois, peut-être, d'en mettre un peu de côté. Pas une entreprise qui est en décroissance comme Good Food qui fait ça. Les investisseurs ont pensé à quoi? Ils ont embarqué dans la mode. Bon, Ferrari, le président, n'est pas là, là. Ils ont embarqué dans la mode de « Hey, on va faire ça, on va devenir riche. » Ça ne marche pas tout le temps. Regardez, là. Il faut toujours que l'effet, parce que c'est presque impoli en ce moment, tant que les gens achètent du Bitcoin puis ne le vendent pas, tout est correct. Si les gens commencent à le vendre, parce qu'ils ne croient plus, ça dégringole, là. Vous, Good Food n'avait pas de raison du tout, de s'en aller dans le Bitcoin. Ils l'ont fait. Fait que je n'ai pas regardé le titre, mais voilà. Hein. Tombé sur un article super intéressant. Les data centers, il faut les construire. Ça prend des choses pour les refroidir. Ça prend une énergie pour l'alimenter. On parle beaucoup de nucléaire, éventuellement de gaz naturel liquide. Ici, ça serait notre électricité. Mais il faut les construire avec quoi? Avec l'aluminium. Bon, l'aluminium aux États-Unis est problématique. Il n'y a pas beaucoup de data centers ici, puis c'est une bonne façon de réutiliser notre aluminium. Il faut tout construire à l'intérieur. Là. Mettre pas de l'acier là-dedans, tout ce qu'il y a là-dedans, là, l'aluminium. Ben, regardez, Alcoa, un titre quand même qu'on peut dire pépère, si on regarde sur Year to Date, ben, il est revenu à son niveau. Parce que là, il y a l'engouement des data centers. Il y a beaucoup de data centers, ils ont besoin de beaucoup d'aluminium, et Alcoa est en demande, donc on ne va pas en bénéficier parce qu'il y a des tarifs. Mais quand on va construire des data centers ici, ben des entreprises comme Alcan vont pouvoir. Il faut qu'on trouve des débouchés. Tu sais, on pense tout le temps à trouver des marchés. OK, il faut le vendre à quelqu'un. Mais si on l'utilise pour nous, pour bâtir des choses, c'est ça qu'il faut penser en premier. C'est ce qu'ils font les États-Unis. Donc, il y a un l'écosystème là, est pas mal plus grand que des puces. On achète des puces, puis on met ça dans un data center. Il y a tout ce qui. Il faut les construire. Il faut utiliser les ressources pour l'utiliser, pour le construire. Il y en a des affaires là, qui rentrent dans tout l'écosystème de l'intelligence artificielle ou du minage de Bitcoin. Énorme. Ouais, mon couple est en problème, les amis. Je suis vraiment dans le trouble. Parce que les couples qui boivent ensemble durent plus longtemps, selon plusieurs études. Prendre un verre de vin ensemble, la même quantité. S'il y en a un des deux qui boit comme un trou, ça ne marche pas non plus. Là. Mais les couples qui durent le plus longtemps prennent du vin ensemble. Mais là, il y a du vin sans alcool. Je vais aller au Costco pour acheter le vin de Jessica Arnois qui vend là-bas. Là. On va aller faire un tour la semaine prochaine. Là. Mais c'est ça. En autant qu'il n'y a pas trop de calories, ça ne prend rien de prendre du vin qui a trop de calories inutiles. Là. Je préfère encore un verre d'eau pétillant. Mais là, il faut que je parle à Marilyn de ça. Là. Hey, on s'en va le 29 novembre 1935. Profil ici. On s'en vient ici. Qu'est-ce qui s'est passé en 1935? Bon, il y a un petit problème. Il y a deux jumeaux siamois qui viennent des Philippines qui ont été déménagés aux États-Unis en 1935. Et le service militaire est obligatoire pour être naturalisé, donc pour avoir la nationalité américaine. Ils sont siamois. Fait quoi? D'envoyer un des cuisines puis l'autre au front? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, quand la personne va regarder, les autres, ils ne savent pas que c'est siamois sur le baptistère, là. Ils sont siamois. Intéressant. Intéressant. Puis l'autre chose que je suis tombé,
Les 10 hommes les mieux vêtus des États-Unis. En 1935, ça faisait ça aussi. Qui était le premier? Vous le connaissez peut-être, mais il est décédé. Fred Astaire, qui venait de tourner un film, puis était bien habillé en habits. C'est lui qui a mis la mode des habits, entre autres, ce que je comprends. À la mode chez les hommes, donc de s'habiller avec un jacket. Quand même, il était décontracté. C'est vrai qu'il était bien habillé, le monsieur. Eh bien, voilà. Moi, je peux dire ceci. Bien content. Encore passé au travers un show à vous préparer. Merci d'être là. Si vous n'avez pas fait de like, merci de le faire. Si vous n'avez jamais visité françoislambert.one, une entreprise qui donne pas de rabais, mais qui donne un crayon, un savon, qui donne sur l'achat de 3 bougies, vous avez un rabais, sur l'achat de 5 savons, vous avez un rabais. Mais vous avez des bons prêts à l'année. C'est ce qu'on vous offre. Bye, bonne journée.